Cameroun, 1953. En pleine traversée du désert, le général de Gaulle débarque à Douala. Filmé par un colon, il vient serrer les mains de ceux qui, les premiers, ont répondu à l'appel du 18 juin 40. Pendant que de Gaulle et ses héros officiels défilent, les Camerounais, eux, restent cantonnés aux places réservées aux indigènes. Nous sommes à la veille d'une longue guerre menée par la France aux indépendantistes. Une guerre qui n'osera jamais dire son nom. Un demi-siècle plus tard, cette guerre de libération perdue, au bilan lourd de plusieurs dizaines de milliers de victimes, demeure cachée, sans images et partiellement classée secret défense, puisqu'officiellement, il ne s'est rien passé au Cameroun. Ils ont commencé à tirer sur nous à Konsamba. Ils voulaient nous disperser parce qu'on était beaucoup. Nous, on créait toujours indépendance immédiate. C'est ça que nous demandons. C'est le jour-là qu'on a commencé à verser le sang grandement au Cameroun. À Konsamba, je dis le 24 mai. Le 25 mai, c'est la guerre totale qui est débutée à Douala. Et que personne de nous n'avait aucun fusil, n'avait rien. On n'avait rien. Ce n'est que les cailloux et les bouteilles. Qu'est-ce qu'on savait que, puisqu'on ne savait pas que la France pouvait faire la guerre au Cameroun. Algériens, Camerounais, Tchadiens, Sénégalais, la moitié des soldats qui ont libéré la France du nazisme en 1945 étaient des combattants africains. De retour chez eux en héros, ils réclament la fin de l'apartheid colonial qui règne dans l'Empire. Dans l'élan de la libération, Roosevelt pousse également De Gaulle dans le sens de la réforme. Roosevelt, lui, était vraiment anticolonialiste. Après la guerre, les colonies devaient cesser d'exister. Évidemment, sur ce point, il n'était pas toujours d'accord avec De Gaulle. Et finalement, Roosevelt est parvenu à convaincre De Gaulle pour lui demander de faire un geste. Alors De Gaulle a dit, bon, dans ces conditions, on va organiser une conférence coloniale à Brazzaville, au cours de laquelle on va faire de grandes déclarations de ce que l'on va faire après la guerre, comment on va faire évoluer les colonies, comment ceci, cela, mais en précisant bien que cette évolution ne conduirait pas jusqu'à l'indépendance des colonies. C'était bien ici que devait se réunir la conférence africaine. C'était bien ici que devaient s'assembler les meilleurs serviteurs de la civilisation française en Afrique. En réalité, cette grande réunion de famille, exclusivement coloniale et blanche, n'abolit ni les travaux forcés, ni le code de l'indigénat en Afrique noire. L'abîme se creuse entre ceux qui se prennent encore pour les serviteurs de la civilisation et ceux, cantonnés à l'extérieur et exclus des décisions qui concernent leur avenir. La conférence de Brazzaville ne contente personne et renforce les revendications nationalistes. Il y avait un vent d'indépendance qui soufflait sur toute l'Afrique, pas seulement sur le Cameroun. Toute l'Afrique a cru que le temps était venu de commencer à être soi. Donc, c'est là, dans ce jeu, que était Oumyobé. Autrement dit, dans cet optimisme. Oumyobé appartient à cette génération à laquelle la Deuxième Guerre mondiale a laissé l'image d'une Europe qui s'entredéchire et d'une France affaiblie qui ne se serait pas libérée sans le concours de ses colonies. Oumyobé symbolise alors cette jeunesse qui ne supporte plus l'arbitraire colonial et l'humiliation quotidienne. Tous les hommes sont frères et égaux. Le Cameroun par les Camerounais, pour les Camerounais, répète-t-il alors en sillonnant le pays à pied, à vélo. En 1948,
Oumniobé a 35 ans, il fonde l'UPC, le premier parti politique camerounais. Il revendique l'indépendance dans la non-violence à l'image de Gandhi en Inde ou de Lumumba au Congo. Indépendance. Le mot est lâché. Le cri répété se répand à travers le territoire. Oumniobé devient le porte-parole des sans-voix. Chaque place de marché se transforme en tribune improvisée, d'où le leader de l'UPC peut haranguer les foules qui vont se presser chaque jour, plus nombreuses. Très vite, Oumniobé sera écouté à l'échelle internationale en même temps qu'il sera harcelé par les autorités françaises. 50 ans plus tard, une archive sonore, 3 photos et ses écrits politiques sont les seules traces qui lui aient survécu. Oum a dit que le mot d'ordre, c'est l'indépendance. Et c'est en remarquant ses activités, son intelligence, ses amis, en 1952, où l'UPC a demandé et obtenu d'être entendu à l'ONU comme pétitionnaire, que ses amis ont dit c'est lui qui va aller porter le message de l'UPC, c'est-à-dire le message du Cameroun aux Nations Unies. These are the Cameroons, British and French, between French Equatorial Africa and Nigeria. Oumniobé, en autodidacte, se plonge dans le droit international. Il découvre que le Cameroun n'est pas une colonie française, mais une tutelle confiée par les Nations Unies à la France depuis la défaite de l'Allemagne en 1918. Behind the doors of Conference Room 4, a meeting of the General Assembly is in session. The peoples of the Cameroons, not far in time from the use of drums to communicate with each other, are being heard by the whole world in a single room. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce voyage de Oum a été, un moment très très important pour l'évolution de l'UPC et même pour l'évolution politique de la masse camerounaise. Dès le moment où on a su que Oum allait partir chez les Blancs, et pas à Paris, mais beaucoup plus loin, à New York, pour aller parler des problèmes du Cameroun, mais c'est tout le pays qui s'est mis à s'agiter. J'ai donc vu l'enthousiasme que cette volonté d'acquérir l'indépendance, parce que l'indépendance pour eux était le fait. Vraiment, il faudrait que les acteurs de l'histoire le reconnaissent. Il y avait une brimade intolérable, inconcevable. Le leader de l'UPC est né dans la région des plantations, là où les hommes sont tombés par milliers pendant la construction des routes et du chemin de fer qui percent la forêt équatoriale. Chaque famille a donné 1 ou 2 fils aux travaux forcés. La main-d'œuvre est sous-payée, nombreuse et déracinée. Avec Oumniobé, les travailleurs prennent conscience de leurs droits. Des grèves éclatent partout sur son passage. On assiste à la naissance d'un tribun et d'un mouvement rapidement populaire. Cette situation avait créé dans la population une espèce de hargne contenue. Donc si un bonhomme vient comme ça, et surtout, on lui a donné l'autorité, on l'a laissé faire. Oumniobé pouvait aller partout, parler. Il montait, il descendait. Moi, je vous dis, j'ai assisté à ces entretiens à Douala plusieurs fois. J'ai assisté à ces entretiens à l'ouest plusieurs fois, puisque le petit séminaire était à l'ouest. J'ai assisté à ces déplacements. Dans les cases, personne ne se doutait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça créait un enthousiasme monstre. Alors, les acteurs administratifs, religieux, ont commencé maintenant à serrer. Le Cameroun marque, dès 1954-55,
une grosse préoccupation pour la France, qui doit gérer la transition entre justement les empires coloniaux et ne pas perdre de contrôle, avec une réorganisation particulière pour l'Afrique dans le cadre du déploiement du fameux précaré. La soif de liberté fait vaciller l'empire tricolore. En pleine guerre froide, Paris alerte le bloc occidental du risque de bascule de ses colonies dans le camp communiste. Pour le pouvoir français, pas question de se passer de la grandeur, du pouvoir et des richesses que lui confère l'empire. Nasser, Tito, Nehru d'un côté, Moscou et la Chine de l'autre renforcent cette crainte. La défaite infligée par la guérilla Viet Cong a été vécue comme une humiliation par l'armée française. Tout mouvement qui conteste sa suprématie est alors classé dans le camp communiste. L'Indochine va servir de leçon. Les militaires théorisent une nouvelle guerre dite révolutionnaire, alors que les premiers attentats éclatent à Alger. Les anciens d'Indochine y sont envoyés pour appliquer les nouvelles doctrines de la guerre psychologique. Elles ciblent les populations civiles. Derrière chaque homme se cache un ennemi potentiel. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense, en connexion avec ce qui s'est passé en Indochine et ce qui se passe en Algérie à partir du 1er novembre, qu'on doit considérer à Paris qu'on ne peut plus continuer à financer, si je puis dire, avec l'UPC. Alors on a décidé de l'interdire. Mais vraiment de la façon la plus brutale en 1955. On a d'ailleurs envoyé à cette occasion au Cameroun un type que l'on disait être un spécialiste dans la répression des mouvements progressistes, un type qu'on appelait, il est devenu le gouverneur du Cameroun, Roland Pré. On l'appelait Roland Pré. C'est lui qui est venu accomplir cette tâche. Il a interdit brutalement l'UPC. On a commencé à l'arrestation de tous ses dirigeants. Le 13 mai 1955, on a dissous l'UPC. Les gens sont entrés en clandestinité. On souffrait, on nous pourchassait et tuait partout où tu arrêtes. Les militaires étaient pleins partout, on nous tuait. Roland Pré était un remarquable économiste. Il a toujours pensé que l'essentiel était le développement économique. Et l'UPC était un frein à l'économie. Alors il l'a interdit, ce qui a eu comme conséquence d'envoyer Oumniobé dans la forêt Bassa. Les vastes forêts qui, à l'est et au sud du Cameroun, couvrent une superficie de 16 millions d'hectares, un tiers de la superficie totale du pays, constituent une richesse naturelle inappréciable. Les richesses potentielles du Cameroun sont vraiment immenses. La France a confiance en son avenir. La politique française commence par être très répressive. Et on interdit l'UPC, on arrête les militants, et ceux-ci sont obligés de se réfugier en brousse, et ils tiennent la brousse. Ça, c'est un passage, la ville à la brousse, que réussit l'UPC avec Oben Oumniobé. Oumniobé se cache dans sa région natale. Il est en sécurité, protégé par la solidarité des siens et la forêt, dont ils connaissent le moindre sentier, le moindre abri. Les militants entrent en résistance et continuent la lutte politique depuis le maquis naissant. Oum ne cesse de réclamer le retour à la légalité de son parti, de loin le premier du pays, au moment où la France l'interdit. La répression se révèle contre-productive. Chaque coup porté par l'armée renforce la popularité du mouvement indépendantiste. Ernest Mandier, professeur, et Félix Moumier, médecin,
font partie des jeunes cadres à avoir rejoint la tête de l'UPC dès sa création. Ces deux bras droits d'Oumniobé parviennent à échapper à la répression. Ils en sont alors les porte-voix en exil. Leur mission ? Sensibiliser l'opinion et trouver des soutiens internationaux. Les dirigeants de l'UPC, ils ont écrit à Gamal Abdel Nasser. Nasser a accepté de nous donner l'asile politique. Nasser a reçu Moumié plusieurs fois, en tête à tête. Moumié devait lui raconter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons quitté notre pays, Cameroun francophone, pourquoi les anglophones ne voulaient pas aussi de nous. Moumié a tout raconté à Nasser. Vous savez que quand on a envoyé Mesmer au Cameroun, c'est parce que son prédécesseur, face à la menace de l'UPC, avait frappé dur. Vous savez, ça s'était passé avec les affaires de Douala, les incendies et tout cela. Alors, on a envoyé Mesmer, qui, en tant qu'homme, était cool. Et quand Mesmer est arrivé au Cameroun, les forces politiques de l'époque, pour ou contre, l'ont accueilli à bras ouverts. Un homme calme. D'ailleurs, en l'envoyant, on lui avait dit d'aller pacifier. À la sortie de l'école de la France d'Outre-mer, j'ai passé 3 mois. Puis j'y suis revenu avec le général de Gaulle en 1940. J'ai passé 2 mois. Et puis, j'en ai été le haut-commissaire pendant 2 ans, de 1956 à 1958, dans une période tout à fait décisive pour l'histoire du Cameroun. Moi, j'ai une politique. J'arrive pas en me demandant ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Et j'ai l'approbation du ministre Gaston Defferre, dont j'étais le directeur de cabinet. Par conséquent, dont j'avais la confiance. Et j'étais décidé à aller très vite à l'autonomie interne. C'était un semblant d'émancipation qu'on voulait administrer aux populations, alors que les populations aspiraient à une émancipation réelle. En 1956, le peuple est autorisé à voter au suffrage universel pour la première fois. Mais en réalité, les futurs élus ne pourront gérer que les affaires courantes. Paris conserve la mainmise sur la monnaie, la politique étrangère, la défense et les matières premières stratégiques. Pour Pierre Mesmer, cette assemblée locale permet de repérer ses futurs alliés politiques parmi les élites restées fidèles à la France. La métropole s'assure ainsi de leur formation comme de leur collaboration à venir. Donc on est prêt à améliorer la condition du colonisé sur le plan un peu social et tout, mais c'est hors de question toutes ces revendications de séparation d'avec la mère patrie et de sortie de l'Empire. Bon. Mais le quotidien, c'était un quotidien de mépris quand même, pour la grande masse des gens. C'était, bon, le négro, vous n'êtes bon à rien, vous pouvez rien faire de bon, vous pouvez, etc., etc. Moi, je me souviens très bien des profs à nous qui nous disaient « Négro, vous ne pouvez pas diriger un État moderne ». Carrément, ils le disaient. Nous, on réagissait de façon tout à fait spontanée en disant « Messieurs, c'est des propos racistes, ça ». Ils disaient « Non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous verrez un peu plus tard ». On parle ici d'un déni de justice particulièrement grave. C'est-à-dire qu'il y a des élections qui sont prévues et l'UPC fait tout pour participer aux élections et l'administration dit non, pas question. L'UPC avait donné un mot d'ordre d'abstention
Et ces mots d'ordre ont été assez largement suivis, ce qui montre que l'UPC avait bien une assise locale importante, surtout dans le sud et en Pays Bassin, n'en parlons pas. L'administration tente une dernière manœuvre, corrompre Oumniobé et lui proposer de se présenter seul tout en maintenant son parti interdit. Le leader de l'UPC refuse, mais la veille des élections, il est dépassé par son aile dure. Sur cette route, les insurgés assassinent 2 candidats soutenus par les colons. Quand les officiers français vont voir cela, ils vont se dire, bon, on recommence. On recommence comme en Algérie et comme au Vietnam, en Indochine. Nous avions tous, surtout ceux qui avaient été en Indochine, réfléchi au dispositif. Et nous en savions beaucoup. Mesmer appelle en renfort les troupes des colonies voisines. Le territoire est quadrillé. C'est le début de la guerre sur les 2 fronts, militaire et psychologique. Constitution de milices locales, propagande, massacre, couvre-feu et regroupement des populations. Tout individu trouvé en dehors des camps est considéré comme rebelle et abattu sur le champ. On rassemble les petits villages en gros villages que l'on peut contrôler. Et deuxièmement, on fait circuler de petites patrouilles pour courir après les petits groupes d'Oumniobé. Le regroupement doit empêcher les villageois de rejoindre les maquis et de soutenir les rebelles. À l'intérieur des camps, les prisonniers sont soumis quotidiennement à la propagande. Ces slogans sont absurdes aux yeux des Camerounais. L'action psychologique s'avère inefficace. Cet endroit est un lieu où ceux qui refusèrent d'accepter l'injustice, ils ont été tués par les Français. Le 18 décembre 1956, d'autres sont passés là où nous étions, d'autres sont passés par ici. Ils les ont encadrés ici. Dès qu'ils les ont vus, ils se sont mis à tirer sur eux. Donc nos parents sont morts aussi tous. C'est comme ça. Ils sont morts pour la liberté. Les cadavres étaient partout. Les chiens les mangeaient. Les chiens. Les corbeaux. Je crois que tous les oiseaux qui sont des carnivores venaient manger la chair de nos papas ici. Avant qu'on les enterre dans des fosses communes. C'était donc comme ça. Malgré la censure de la France, Félix Moumié, bras droit d'Oumniobé et président de l'UPC en exil, décrit et dénonce les tueries au sud du pays. Il envoie ce télégramme aux avocats du Parti communiste à Paris, à leur seul soutien des indépendantistes camerounais. La France, avec Mesmer, choisit une autre politique qui est d'acheminer le pays vers l'indépendance et de trouver un autre interlocuteur que l'UPC. Si l'UPC veut pas, on en trouvera un autre. Et le parti le plus important qui sort des élections territoriales, c'est le parti d'Ahidjo. Amadou Ahidjo est alors un total inconnu. Mesmer le choisit pour son mélange de discrétion et de fermeté. Pour l'élite camerounaise, la plus conservatrice et anti-UPC, il incarne un nationalisme crédible. Les premiers qui ont gouverné, c'était des gens qui étaient restés dans un état, j'allais dire, de grande familiarité avec nous. Regardez les premiers, ils avaient tous appartenu à l'Assemblée nationale, au Sénat,
ils avaient vécu en France, ils étaient en très bons termes avec les anciens gouverneurs, etc., etc. Par conséquent, on avait des relations très faciles avec eux. Dans la forêt, les maquisards ont instauré un gouvernement parallèle, seule autorité reconnue par plusieurs dizaines de milliers de Camerounais. Les villageois continuent à fuir l'armée et à rejoindre la zone libre fondée par Oumniobé. Dans le sud du pays, un tiers de la population est maintenant sous maquis. La tête du leader est mise à prix. L'UPC est né dans le cadre des partis politiques normaux qu'ils allaient faire la politique avec des moyens démocratiques. Mais c'est l'administration coloniale qui, en déclenchant la guerre, comme ça contre l'UPC, qui a amené l'UPC à résister. Et elle a commencé à résister avec des moyens rudimentaires, des moyens même ridicules, parce qu'ils n'avaient ni jeunes gens formés militairement, ni armement quelconque, ni stratège militaire qui allait mener. Dans ses brousses, résister tout simplement pour pas qu'on vienne l'exterminer. Et résister avec toi des fusils de chasse, des arbalètes, des lances, des choses comme ça. Il n'avait aucun matériel de guerre moderne pour résister à l'administration coloniale. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Et il le savait. Lorsque Mesmer a pris attache avec les personnalités locales, je pense par exemple à Thomas Mongo, et que ces personnalités locales sont allées sonder Oumniobé qui était déjà au maquis, dans l'espoir qu'il abandonnerait ce qu'on a appelé son radicalisme, n'est-ce pas? Alors c'est là que Oumniobé a dit non, je ne peux pas. Je préfère mourir. L'armée coloniale envahit la forêt. Les colonnes de soldats progressent, traquent. L'étau se resserre autour du leader. Il aura fallu 1 an pour le localiser. Mais le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé tombe sous une rafale de mitraillettes. Son cadavre est traîné sur des kilomètres. Sa dépouille est exposée aux villageois, forcés de venir reconnaître le corps. La scène est photographiée par l'armée française, qui 50 ans plus tard interdit toujours l'accès à ces images. Je suis fatiguée de raconter cette histoire. J'ai déjà répondu aux journalistes qui sont passés et m'ont posé la même question concernant la mort d'Oumniobé et de ma propre mère, égorgée ce jour-là avec un couteau sous mes yeux. Et on a égorgé une autre personne. Pourquoi on les a égorgés? Pourquoi on me pose toujours la question? Je ne veux plus en parler en détail. Je ne veux plus parler de cette histoire-là. Il devient interdit de prononcer le nom d'Oumniobé pour les décennies à venir. En tuant le symbole,
la France et Ahidjo pensent en avoir fini avec la rébellion. Mais la mort d'Oum ne suffit pas à arrêter la lutte. L'ouest du pays s'embrase. La France prépare malgré tout sa succession et installe Ahidjo comme Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il peut ainsi tout contrôler. Vers la fin de l'année, Ahidjo a signé les fameux accords en question. Les accords entre la France et l'État sous tutelle du Cameroun. Il a signé ces accords qui embrassent pratiquement tous les domaines de la vie nationale. L'économie, les finances, l'enseignement, la culture, pratiquement tout, dans lesquels c'était une sorte de reconduction du système colonial, mais sous forme de contrat. Le système colonial n'était plus imposé par la force, il était contractualisé pratiquement. On a passé avec eux des accords dits sur les matières premières stratégiques. Ces accords sur les premières matières stratégiques les obligeaient tout simplement à nous proposer, à nous en premier lieu, de nous accorder des concessions, mais en ne les obligeant d'ailleurs pas à le faire. Autrement dit, notre sous-sol appartient à la France, en fait. Et nous ne pouvons en disposer que si la France, elle dit « telle chose ne m'intéresse pas, telle chose ne m'intéresse pas, telle chose ». À ce moment-là, nous pouvons ou l'exploiter nous-mêmes ou faire appel à des pays amis pour le faire. Les Camerounais souhaitent choisir leurs futurs dirigeants. Ils refusent que l'indépendance ait lieu sans que des élections soient organisées ni que l'interdiction sur l'UPC soit levée. La lutte se transforme en guérilla. C'est une course contre la montre qui s'engage pour les deux camps à la veille de l'indépendance. Les maquisards commettent de nombreux attentats dans l'espoir de faire entendre leurs revendications. L'armée française, elle, veut faire table rase de l'opposition. Les rues se jonchent de cadavres sur la majeure partie du territoire. Le 1er janvier 1960, le Cameroun devient un État indépendant avec Amadou Ahidjo comme président. Derrière cette vitrine et l'imagerie officielle, le pays a basculé secrètement dans la guerre totale. Les consignes sont claires. Rien ne doit filtrer du conflit et de ses milliers de victimes. La presse a interdiction de s'aventurer au-delà des défilés et des quelques rues sécurisées alentour. De Gaulle gagne la guerre de l'image et réussit ce que l'histoire retiendra comme étant la décolonisation pacifique en Afrique noire. Loin de toute caméra, la guerre va pourtant durer encore 10 ans après l'indépendance et dévaster les populations civiles. La situation intérieure ces dernières années avait été assez troublée au Cameroun. Quelle est-elle actuellement? Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Je dois dire d'ailleurs que notre tâche n'est pas complètement terminée et résolument nous continuerons à tout faire pour que le calme total revienne. Pour rétablir ce calme total, le nouveau pouvoir camerounais décrète l'état d'urgence. Il ne contrôle plus en réalité que quelques centres urbains à travers le pays. Et en fait d'indépendance, en coulisses, c'est l'armée française qui reste aux commandes contre la guérilla. Elle constitue et arme des milices locales qui doivent l'appuyer sur le terrain. Après la proclamation de l'indépendance du Cameroun, la France a re-signé avec le Cameroun de Ahidjo de nouveaux accords qui aggravaient en fait la situation. Par exemple, si le gouvernement camerounais est menacé, le chef de l'État camerounais peut demander l'aide militaire de la France.
Mais si le chef d'État camerounais n'est plus en position de pouvoir demander cette assistance, soit par téléphone, soit par télégramme, je ne sais pas comment, l'ambassadeur de France au Cameroun, lui, peut le faire à la place des autorités camerounaises. On a fait des accords de défense. Il fallait qu'on fit des accords de défense. Ces pays-là n'avaient pas d'armée. Quand ils sont devenus indépendants, ils n'avaient pas d'armée. Ils n'avaient même pas, la vérité, la plupart d'entre eux, de gendarmerie. Et alors, on a fait des accords de défense qui étaient tout à fait dans leur intérêt. C'est moi qui ai négocié tous ces accords-là avec eux, sous la coupe de Debré. Il y avait les troupes françaises et il y avait l'armée camerounaise en formation et il y avait ce qu'ils appelaient en certains endroits les supplétifs au niveau de la population. La centaine de milliers d'hommes en armes pouvaient être dépassés. Si les archives militaires estiment que des centaines de milliers de Camerounais sont solidaires de la rébellion, donc ennemis, la résistance armée ne dépassera pas 10 000 hommes au plus fort de la lutte. Il y a eu des choses absolument atroces. On coupait les têtes, on les mettait à un carrefour. Les têtes coupées, et puis bon, la soldatesque coloniale s'amusait à montrer avec la cigarette au nez ou des trucs comme ça. Les méthodes les plus barbares étaient utilisées. Le Cameroun, sous tutelle française, accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Et l'UPC, une partie de l'UPC n'accepte pas cette indépendance et continue la lutte. C'était donc la deuxième rébellion, qui était la suite de la première, pratiquement dans les mêmes zones. Celle-là a été combattue, je peux dire, par l'armée camerounaise, encadrée au départ par les officiers français. Et au fur et à mesure, les officiers français seront remplacés par les officiers camerounais. Donc moi-même. M. Sadou Daoudou, ministre des Forces armées, a présidé cette cérémonie. Il a reçu le drapeau des mains du colonel Boussiquet, ancien commandant en chef, et l'a transmis symboliquement au colonel Semengue. Le nouveau chef de l'armée camerounaise devait ensuite passer ses troupes en revue. À l'époque, nous avons d'ailleurs appris ça, c'était la guerre révolutionnaire. Elle était en vogue. On a appris ça à Saint-Cyr, puisqu'on nous préparait, enfin quand je dis nous, les petits Français, dont moi, puisque c'était la même chose. On nous a préparés pour aller faire la guerre en Algérie. C'est d'ailleurs pour ça que nous portons le nom Terre d'Afrique, promotion Terre d'Afrique. Donc nous étions vraiment imbibés de ces méthodes-là, nous connaissions. La guerre était bel et bon plein dans le village. Partout, on arrêtait les gens. À la maison, ici à l'ouest, on a incendié partout. Tous les villages que vous voyez là, ce sont des cases neuves qu'après ces atrocités qu'on a construites. La mission militaire française, toujours secret défense, s'établit au Cameroun jusqu'en 1964, soit 4 ans après l'indépendance. Dans l'ouest, la région la plus densément peuplée, des villages entiers sont rayés de la carte et leur population est décimée. Même après l'indépendance, même après 60, ils ont toujours bombardé. Mais les bombes, c'était presque tous les jours.
pas aux mêmes endroits. On pouvait déverser à Bamenjou aujourd'hui, demain c'est à Bouddha, après demain c'est à Bangou. C'est comme ça. Là où c'est dur, ils ne déversaient pas pour rien. C'est là où la guerre chauffait, ils viennent déverser. C'est là que les maquis commencent véritablement aussi à l'ouest du pays. Et donc jusqu'en 1960 à peu près, l'action armée se développe largement ici à l'ouest, mais est programmé aussi l'assassinat de Moumié, en même temps que l'assassinat de Patrice Lumumba. Alors ça c'est lié certainement à la deuxième conférence des peuples africains qui élit un comité comprenant notamment Boumendjel du FLN d'Algérie, Lumumba, Moumié. Alors ça signifie qu'à l'échelle continentale, il va se passer des choses pas agréables du tout pour les milieux coloniaux. Aux côtés du pouvoir camerounais, la France continue sa stratégie d'éradication. Félix Moumié, qui dirige toujours l'UPC depuis l'exil, est à Genève où il négocie un transfert d'armes. Un agent des services secrets français, William Bechtel, serait parvenu à glisser un poison dans son verre. Le 4 novembre 1960, Félix Moumié meurt à l'hôpital de Genève. J'ai dit que c'est le général de Gaulle qui a tué mon mari. C'est ça que j'ai dit. Qu'on trouve que c'est mauvais, qu'on trouve que c'est mal dit, qu'on trouve que comment. Mais c'est ça que j'ai dit. On a toute une série d'opérations qui vont du ratissage et du bouclage dans les années 60, en 1960, février 60, mars 60, mars 60 encore une fois, avec des noms comme Charlie, Echo, Épervier, Martinet, Gold, Juliette, etc. Il y a des opérations tant terrestres que par aviation. Et en ce qui concerne le Cameroun, ces opérations de bombardement auraient, là je parle avec prudence, aurait impliqué l'emploi de moyens tels que le napalm. C'est pas seulement des rumeurs. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Le napalm a été utilisé au Cameroun, même s'il y a certains démentis pour la forme. Monsieur Mesmer ne pourra pas faire un démenti sérieux à ce sujet. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui. C'est pas important. Nous, on disait que c'était l'acide. C'est le nom que nous, on connaissait. Qui déverse l'acide sur les gens. Parce que quand ça verse, ça te brûle. Ça brûle même les herbes comme ça, tout. Mais nous, on disait que c'était l'acide. Ouais. C'est après l'assassinat de Moumié que Wandié, qui était encore en exil, revient donc ici, à l'intérieur du pays, pour prendre la tête de toute la lutte, au milieu de l'année 61. Ernest Wandié est davantage un chef politique que militaire, mais il relance la guerre contre ce qu'il considère toujours comme une indépendance confisquée. Mais la maîtrise de la lutte leur échappe peu à peu. Le rapport de force était, disons, inégal, justement, mais nous étions très combatifs. Vous savez, l'armée coloniale, d'accord, était bien armée, ils étaient nombreux, et puis ils nous harcelaient, mais nous étions très combatifs. Et avec le peu d'armes que nous avions, le peu de moyens que nous avions, nous battions très, très vaillamment. Et ce qui nous a manqué, c'était le ravitaillement. Ils étaient rustiques, c'était des paysans rustiques. Et il fallait aller les débusquer en forêt, là où ils étaient, c'était pas facile. Et si on n'avait pas fait
des rebelles avec des populations, on ne serait presque pas arrivé. C'était pas facile. Des années après l'indépendance, la France, avec la cellule africaine de l'Élysée, continue à superviser le regroupement des populations. Aux côtés d'Ernest Ouandié, ces hommes traqués ont résisté 9 ans. En 1970, les derniers insurgés, trahis, sont arrêtés aux abords d'une plantation. On leur impute la responsabilité de tous les massacres commis depuis 15 ans. Le 5 janvier 1971, on nous a condamnés à mort, 6 personnes. Et ma peine était combien à vie. Ouandié n'a pas été assassiné, il a été condamné à mort. Il a été condamné après un procès. Bon. Alors on parle d'assassinat. Bon. J'étais là lorsque, c'est pas moi qui commandais le peloton d'exécution, mais c'était moi le commandant du secteur militaire. Donc, on doit donc m'imputer la mort de Ouandié Ernest. C'est grotesque. Et Ouandié Ernest, qu'est-ce qu'il a à son nom? Combien de gens il a fait tuer? C'est énorme. La rébellion écrasée jusqu'au dernier militant, Amadou Ahidjo reçoit en grande pompe l'élite du précaré français pour célébrer les 10 ans d'indépendance de son pays. Mobutu, Omar Bongo, Bokassa usent et abusent des pouvoirs suprêmes issus de ces indépendances sous contrôle. Ils ont déjà tous plusieurs années de dictature à leur actif. Au cœur du continent riche en minerais et en pétrole, les conseillers étrangers dans l'ombre surveillent, renseignent et assurent la pérennité des profits pour quelques-uns. Le mythe d'une Afrique inapte à la démocratie est né. Au Cameroun, la guerre cède place à la terreur. Le régime d'Ahidjo était un régime d'une répression barbare et vraiment sanglante dans tout le Cameroun, pas seulement sur le plan de l'armée. Et ça s'étendait même dans des zones où il n'y avait pas de guerre. On arrêtait les gens, on les enfermait, on les tuait des façons les plus barbares. Dans le temps, on écrivait devant la porte qu'ici il n'y a pas Dieu. Donc, il y avait la torture. On attache tes mains comme ça, on prend le fer, on met ici, on te tourne, on met sur le bâton fourchu là. Tu restes comme ça. Donc ça te casse et on te tape. On nous avait arrêtés 17, nous sommes sortis 2. Le reste, ils sont partis comme ça, dans le pays des morts. On a amené mes parents, taper, arracher les dents de certains. Oui, donc c'est dire que vraiment notre pays a beaucoup souffert et puis on cache. On cache. Avec le nombre de victimes estimé qui va de plus de 30 000 à 500 000, parce qu'on a parlé de 500 000 victimes au Cameroun, en particulier chez les Bamileke, où on voit encore le système répressif continuer
jusque dans les années 70, contre les Bamileke en particulier, où on retrouve des têtes coupées encore dans les années 70 sur les marchés. C'est de la vraie guerre. Mais faire une vraie guerre en Afrique après 1962, et avec ses conséquences sur les populations, etc., on comprend qu'on ne veuille pas forcément beaucoup en parler. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Et pendant mon séjour en France, j'ai eu à côtoyer des gens très informés sur ce qui se passe dans le monde entier, sur ce qui se passe peut-être en Afrique du Nord, mais sur l'Afrique noire, c'est motus. C'est comme s'il y avait une chape de plomb, vraiment, de telle manière qu'il ne s'est rien passé. Alors, c'est peut-être parce qu'il ne s'est rien passé parce qu'il n'y a pas des hommes là-bas. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce parce qu'il n'y a pas des hommes là-bas? Si c'est une affaire de nègres, bon, on ne peut pas en faire vraiment une tornade dans un verre d'eau, parce que quelques nègres ont été massacrés. C'est quand même quelque chose qui pousse à réfléchir sur le sens de ce qu'on appelle la mission civilisatrice, l'amour de la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, etc. C'est des droits de quels hommes, en fait?